Ligne droite. Le grand entretien, Marie Falicon. Bonjour Marie Falicon. Bonjour Maud, bonjour à tous les auditeurs. Alors le second tour des élections législatives a confirmé le choix des électeurs de tourner la page Macron, la page Attal et celle de Darmanin et Dupond-Moretti. Le nouveau chef du gouvernement, Michel Barnier, est bien décidé à occuper toute la surface de sa fonction. Lors de sa passation à Matignon, il a parlé de rupture et au JT de TF1 vendredi de nouvelle époque. Avec nous pour ce grand entretien politique, Jean-Frédéric Poisson. Bonjour Jean-Frédéric Poisson. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation matinale. Vous êtes le président de VIA, la Voix du Peuple. Vous êtes ancien maire de Rambouillet, député des Yvelines pendant 10 ans. Vous connaissez bien les institutions et on va évidemment parler de la crise politique qui traverse notre pays ce matin. Vous avez parlé d'une rentrée politique hors norme. Alors dans quel état d'esprit vous êtes ce matin, plutôt réjoui ou désabusé ? Hors norme, oui, parce que nous vivons quand même une circonstance un peu particulière. Ce qui me vient à l'esprit pour la décrire, c'est le film qu'avaient réalisé les Guignols de l'Info pour leur 10e anniversaire. Nous sommes en 1999, quelques mois après la cohabitation Chirac-Jospin. Les marionnettes des Guignols de l'Info sont célèbres en France depuis longtemps. Et alors les Guignols ont cette idée de tourner un film dont l'intrigue est la suivante. La classe politique se réveille un beau matin et les Français ont disparu. Il n'y a plus de France, les rues sont vides. On voit Chirac qui arrive à l'Élysée en disant alors c'est moi ou ça roule bien ce matin ? Enfin, quelque chose de... Voilà. Dans l'esprit des Guignols, les Français ont disparu. Et en fait, c'est 24 heures de la vie de la classe politique qui vit sans les Français, mais ça ne change rien pour cette classe politique qui en fait tourne en vase clos. Et jamais, alors la déconnexion, l'écart, l'absence totale de sens du réel, voire le déni de la réalité de la part d'un certain nombre de nos responsables politiques, c'est pas une chose nouvelle. La méfiance ou la défiance des Français à l'égard de la chose publique, c'est pas non plus une chose nouvelle. Mais ce phénomène de vase clos, je trouve, a quelque chose de, pour le coup, d'à la fois extrêmement inquiétant et très révélateur de la période. Ça pouvait continuer comme ça encore pendant très longtemps. Et il y a quelque chose qui m'a surpris, pour finir sur ce point, c'est cette enquête que j'ai vue il y a une quinzaine de jours, je crois, ou la semaine dernière, je ne sais plus, disant que 55% des Français attendaient avec impatience la nomination du nouveau Premier ministre. J'ai été très surpris de ça. Parce que moi, je ne sais pas où on les trouve, les 55% des Français qui attendent impatiemment de savoir qui sera le Premier ministre. Mais mon équipe et puis quelques-uns de mes amis m'ont dit « Mais si, c'est une exigence de stabilité, parce que, bon, admettons. En tout cas, ça ne change rien. Je pense que tous les drames que nous vivons, la crise institutionnelle, la crise politique, beaucoup des crises économiques, sociales, culturelles, enfin tout, proviennent de ce fait de principe, je pense, à savoir que le monde politique tourne désormais sur lui-même. Et que, accessoirement, il entre en contact avec les Français pour se faire relégitimer. D'ailleurs, les Français marchent encore dans la combine, si je peux dire les choses ainsi. Ils vont voter massivement. Pourquoi le font-ils ? Il faudrait leur poser la question. En tout cas, je pense que cet été, encore, si c'était possible, esquinter un peu davantage la relation qui devrait exister entre un peuple et ses représentants ou ses dirigeants, d'une part, et d'autre part, le blason même de l'action politique et de l'institution. Et le choix du nom de Michel Barnier vous a plutôt réjoui quand même par rapport aux autres choix, c'est-à-dire qu'on parlait d'un gouvernement technique avant, c'était peut-être pas beaucoup mieux pour les Français ? Ma position là-dessus est assez radicale, je dois dire. Ça fait quelque temps que j'ai la conviction du fait qu'il faut empêcher le plus vite possible Emmanuel Macron de nuire une minute de plus à la France et au peuple français. Tout ce qui maintient Emmanuel Macron en fonction est malvenu, est décalé, et je commence à entendre des commentaires, y compris d'un certain nombre de vos confrères de radio-télévision hier, qui disaient, oui, écoutez, on va pendant un temps adopter des budgets techniques à l'Assemblée, puis on va comme ça aller en pendouille jusqu'en 2000. Les vraies réformes se feront en 2027. Enfin, il me semble qu'il y a quand même quelques urgences à traiter maintenant. On ne va pas attendre 2027. On va encore perdre 3 ans. Parce que simplement, par une forme de paresse, ou une forme de révérence exagérée à l'égard de je ne sais quoi d'ailleurs, on se refuse à shooter les uns après les autres, toutes les semaines s'il le faut,
Les premiers ministres qui seront présentés par Emmanuel Macron à l'Assemblée nationale ont dit, mon vieux, les Français veulent que Emmanuel Macron parte, il faut le faire partir. Comment le fait-on partir ? En renvoyant à leurs chères études tous les premiers ministres nommés par Macron qui se présenteront devant l'Assemblée nationale dans les temps qui viennent, autant de fois qu'il le faudra. Il n'y a pas d'autre solution que de provoquer le départ d'Emmanuel Macron. Pas d'autre solution. Alors ça ne réglera pas tout. Même si le Premier ministre est ouvertement en rupture avec son président. Mais comment voulez-vous qu'il le soit ? Enfin, vous avez regardé, vous avez fait vos comptes, j'imagine, comme tout le monde. Michel Barnier prétend pouvoir s'appuyer sur une majorité de 220, 230 sièges de l'Assemblée nationale. Par parenthèse, il y en a en face de lui beaucoup plus que ça, 260 ou 270. 120 de ces 230 sièges sont des sièges des députés du groupe Renaissance d'Emmanuel Macron. Mais vous pensez que Michel Barnier va conduire quel type de politique ? En tout cas, le Palais de l'Élysée a fait savoir qu'il ne sera plus une force d'impulsion politique et que Emmanuel Macron sera en retrait. On peut peut-être espérer que... Vous y croyez ou vous avez déjà... Vous n'êtes pas naïf en politique. Quoi que ce soit pas... Non, ça n'existe pas. Je veux bien qu'on dise les Républicains sont très contents parce qu'ils ont l'impression de revenir aux affaires. D'abord, ils ne seront pas seuls au monde dans le gouvernement, premièrement. Deuxièmement, revenir aux affaires, mais pour appliquer quel projet ? Vous croyez vraiment que Michel Barnier va pouvoir appliquer le projet qu'il a présenté au moment de la primaire des Républicains ? Vous pensez que... Il m'arrive de le souhaiter. Ce serait beaucoup mieux que ce qu'on a eu jusqu'ici. Vous pensez que Michel Barnier s'entourera donc des centristes, s'aliénera du camp de Macron pour gouverner ? Comment voulez-vous qu'il fasse autrement ? Encore une fois, les deux tiers de la majeure et de la majorité, les 2 tiers de la minorité qu'il soutiendra à l'Assemblée nationale sont issus du camp macroniste ou assimilé. 2 tiers, peut-être même 3/4, puisque il y a 60 députés des Républicains, il y a 230 ou 240 députés en tout qui s'apprêtent à soutenir Michel Barnier. Mais 60 sur 240, ça fait un quart. On n'a pas la majorité. Les 3/4 ne sont pas des Républicains. Alors, ils ont adoubé Barnier parce que... il ne faut pas déplaire au chef de l'État, mais il y a 3/4 des gens qui s'apprêtent à soutenir Michel Barnier, qui ont dit qu'ils le soutiendraient, qui n'accepteront pas la mise à plat de la réforme des retraites, une loi plus sévère sur l'immigration, je ne sais pas, moi, des dispositions que la majorité macronienne n'a pas suivies jusqu'ici sur l'école. Enfin, il ne faut pas s'attendre à des miracles. J'ai souhaité bon vent au nouveau Premier ministre parce que je ne peux pas vouloir du mal à mon pays. Et s'il pouvait réussir dans le sens que je souhaite, c'est tant mieux. Mais sans aucune espèce d'illusion. D'ailleurs, les vœux de succès se terminaient en disant qu'il aura l'énergie de mettre en œuvre des choses qu'il a dites, des choses auxquelles il croit. Parmi les choses justement qu'il a dites, notamment hier, il a parlé de recréer un ministère de l'immigration. Vous avez forcément vu cette nouvelle passer. Qu'est-ce que vous en pensez d'un retour au ministère de l'immigration ? Ça ne sert à rien ? Non. D'ailleurs, si Nicolas Sarkozy lui-même l'a abandonné au bout de 3 ans en 2010, ça n'est pas sans raison. Puisque je vois, il y a un précédent. Le précédent, c'était Éric Besson, 2007, le premier gouvernement de Nicolas Sarkozy, et dans le gouvernement Fillon 2, il n'y avait plus de ministère de l'immigration. Parce que tout simplement, ça fait doublement que le ministère de l'Intérieur. Point. Donc on ne voit pas pourquoi, il faut améliorer la coopération entre les ministères, c'est certain. Entre le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur, pour s'accorder ensemble dès le départ. Et de la justice. Et de la justice. justice. Il y a un troisième intervenant. Donc améliorer la coopération entre les 3, très bien. Renforcer la coordination, très bien. Revoir cette manière de travailler entre ces 3 ministères régaliens, évidemment. Mais en nommer un 4e alors que c'est déjà le bazar à 3, en général, le 4e pied d'un tabouret est superflu, ça vous a pas échappé. Donc là, on est exactement dans le même cas. Non, c'est une fausse bonne idée. Enfin, c'est le genre de mesure d'affichage qui donne des gages seulement. Oui, qui est là pour rassurer le bourgeois, comme dit l'autre. Mais à part ça ne sert à rien. Et alors, Michel Barnier a une certaine complexité. On parle de lui comme un europhile, un européiste, mais aussi, parfois, avec une posture proche de celle des Frexiteurs. Alors, ça peut vous plaire. Sur les questions migratoires, il avait parlé de moratoire, donc d'arrêt de l'immigration, et ce, par une soustraction au traité européen. C'est intéressant. Il l'a dit en 2021. Est-ce que ça peut vous donner espoir, d'une certaine manière, que... En tout cas, Michel Barnier est plutôt proche là-dessus, peut-être, de vos idées. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je rêve, je ne veux pas dire que j'en rêve, mais enfin, il m'arrive de penser avec un sourire que le Premier ministre Michel Barnier pourrait
s'affranchir de tout ce qu'était Michel Barnier avant qu'il ne soit candidat à la primaire des Républicains en 2021, oublier tout ce qu'il y a derrière lui, et il y en a quand même quelques charrettes pour le coup, là qui me plairait beaucoup moins dans la plupart des cas, puis se souvenir de ces annonces, vous venez d'en rappeler deux, qui ont fait de lui un candidat qui était plutôt sur la droite de l'échiquier des candidats des Républicains de l'époque, et presque même au point de concurrencer Éric Ciotti sur ce créneau, et ça n'est pas une chose facile, on le sait. Donc j'accueille avec, encore une fois, plaisir, bonne humeur et une certaine forme de sourire cette conversion tardive de Michel Barnier qui, comme négociateur du Brexit, comme commissaire européen 2 fois, comme ministre des gouvernements Chirac, je pense, n'aurait jamais osé prononcer de telles paroles. Mais l'urgence, la réalité finit par s'imposer, même aux esprits les plus retors ou les plus rétifs. Il y a un problème migratoire qui est partagé désormais par l'intégralité des formations de droite de notre pays. Enfin, si même les centristes commencent à être d'accord avec les quotas, si même la gauche commence à être d'accord avec des quotas d'immigration, il y a vraiment un problème, quoi. Donc, ça, le fait de se soustraire au traité européen, parfait. Je rappelle à nos auditeurs, si je peux me permettre, que j'ai été le premier parlementaire à déposer une motion de résolution de révision constitutionnelle pour sortir de l'article 55 de la Constitution et rétablir la supériorité des lois françaises sur les lois européennes. Donc j'approuve. La question c'est, est-ce que le candidat Barnier a plus ou moins de liberté de ton et de manœuvre que le Premier ministre Barnier? Poser la question dans ces termes, je crains que ça soit d'une certaine manière y répondre. Le Premier ministre Barnier n'a aucun moyen de faire en sorte que, on assure la suprématie de la loi française sur les traités européens. Il a les moyens de lancer un débat politique. Il n'a pas les moyens d'opérer ce qu'il veut, de rendre efficace ce propos, mais il a les moyens au moins de lancer le débat. Mettre le sujet sur la table. De mettre le sujet sur la table. On verra s'il le fait. Je serais très surpris. Parce que là encore, je pense que si vous se faire zigouiller par les 120 députés macronistes, l'Élysée, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, allons-y. Ça réduirait son espérance de vie, pour aucun bénéfice politique pour lui. Quant aux lois, quant aux quotas migratoires et ce qu'il s'apprêtait à faire sur l'immigration, la suspension du regroupement familial, là aussi, il pourrait engager quelque chose. Et il a tout à fait les moyens, parce que la France a les moyens, s'il le souhaite, de dire, y compris à la Cour européenne des droits de l'homme, écoutez, c'est comme ça, c'est pas autrement. S'il faut payer des amendes, on les paiera, mais voilà. Je pense que malheureusement, ça c'était des bonnes orientations du Michel Barnier. Dernière formule, le Michel Barnier de la 11e heure, plutôt que celui de la première, mais je suis issu d'une tradition qui dit qu'il faut traiter les ouvriers de la 11e heure comme ceux de la première, donc on ne va pas lui tenir grief tout de suite. En attendant, je ne suis pas sûr que le Michel Barnier de la 11e heure prenne le pas sur celui de la première. Alors vous êtes toujours engagé évidemment en politique aux côtés de Florian Philippot, donc avec Via la Voix du Peuple et les Patriotes. Qu'est-ce que vous attendez de cette nouvelle année politique, vous, pour cette formation-là ? Alors on travaille ensemble. Nous avons passé avec les Patriotes une alliance électorale au moment des européennes, qui a été une joie pour nous d'ailleurs aussi, parce que nous avons découvert des tas de personnes qui ont les mêmes motifs de colère et de mécontentement que nous, qui l'expriment de manière un peu plus sans filtre, on va dire. Mais parce que sont pour la plupart d'entre eux des personnes qui sont davantage exposées aux dangers de la vie que les gens de Vienne ne le sont. Parfois pour des raisons sociologiques, parfois plus souvent peut-être pour des raisons spirituelles. C'est que la foi, beaucoup de croyants vous le diront, ne garantit rien, ne guérit de rien à elle seule, etc. Mais en tout cas permet d'avoir peut-être à l'égard des choses du monde une distance un peu plus grande, de se sentir un peu moins en danger. On craint rien quand on est avec le Seigneur, pour dire les choses rapidement. Quand on n'y est pas, la vie est sans doute plus compliquée. Enfin, j'ai la faiblesse de le croire. Nous allons continuer à faire ce que nous avons fait, défendre des libertés qui ont été encore cet été attaquées tant et plus par toutes les officines qui veulent faire taire les peuples. Le dernier épisode en date, l'arrestation de M. Duroff en France, le créateur de Telegram, est quand même extrêmement emblématique de cette volonté de censurer tout ce qui n'est pas mondialiste, au fond, pour dire les choses, ou globaliste, pour dire les choses rapidement. Premièrement. Deuxièmement, j'aurai la joie de revenir sur votre plateau si vous me réinvitez
pour vous parler de ce qui se trame du côté de l'Organisation mondiale de la santé, à la fois sur le plan de l'éducation des enfants, puisque l'Organisation mondiale de la santé veut imposer l'éducation sexuelle pour les enfants dès les crèches et les écoles maternelles, la découverte de son corps, un certain nombre de pratiques sexuelles, etc. Non, inutile de vous dire que, bien entendu, les adultes devront servir de moniteurs pour ces pratiques, et donc si ça n'est pas fournir de la chair fraîche à des gens qui en consomment, je ne sais pas ce que c'est, donc nous allons dénoncer ça de manière vigoureuse, ainsi que les nouveaux traités internationaux sur les pandémies, qui sont l'abandon en fait de l'autorité des politiques sanitaires des États au profit de cette organisation tentaculaire qui devient n'importe quoi, qui dérive tant et plus. Donc nous allons lancer ça, et puis avec les Patriotes et d'autres mouvements alliés, on va peut-être pouvoir en dire un mot ultérieurement, mais il y a cette perspective de la dissolution de l'Assemblée nationale qui se profile dès que le Rassemblement national aura décidé d'appuyer sur le bouton. Alors je ne sais pas quand ce sera, ni pour quel motif ce sera, mais j'imagine assez mal que ce gouvernement Barnier, on va voir d'abord sa composition. On en a pour encore quelques jours, ça va pas se faire en claquant des doigts. Bon, ce gouvernement Barnier qui sera sans doute un peu contraint de continuer sans rupture de fond, alors qu'encore une fois, la France aurait besoin de mesures de rupture très très puissantes, très fortes. Je ne vois pas que les oppositions actuelles puissent lui accorder pendant très longtemps un blanc-seing. Donc on donne sa chance au produit, comme on dit trivialement, je peux le comprendre, qu'on le laisse durer indéfiniment pour continuer la politique que les Français ont majoritairement contestée des deux côtés de l'échiquier, ça ne me paraît pas possible. Par conséquent, il est probable que nous ayons à nouveau une échéance législative à préparer pour la rentrée 2025, non pas en juin, comme disent un certain nombre de vos confrères, mais en juillet, puisque l'article de la Constitution dit que l'Assemblée nationale ne peut pas être dissoute dans l'année qui suit son élection. Pas dans l'année qui suit l'annonce par le président de la dissolution. L'année qui suit son élection. Les gens ne savent pas lire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Donc l'année qui suit son élection, ça veut dire 9 juillet, ça ne veut pas dire le 9 juin. On ne dissout pas le 9 juillet. On dissout au mois de septembre. Vous n'allez pas faire des législatives le 31 juillet, le 7 août. Ça n'a pas de sens. Donc la rentrée, dans un an, il est possible. Nous allons préparer cette échéance. Nous allons favoriser, comme d'habitude, des logiques d'alliance, parce que je pense que c'est de plus en plus indispensable. Et nous allons solliciter les grandes formations politiques, enfin celles qui sont plus grosses que nous, en tout cas, pour savoir dans quel état d'esprit elles se trouvent. Lesquelles, par exemple ? Tous ceux qui sont prêts à dégager le pouvoir macroniste manu militari et à faire en sorte que on retrouve un peu tout l'échiquier. Il y avait un slogan à l'époque qui disait « pas d'ennemis à droite ». Nous n'avons pas d'ennemis, a priori, avec toutes les formations politiques qui s'intéressent au sort de la France. Donc par les logiques d'alliance, vous pensez largement au Rassemblement national, au LR de Ciotti, peut-être même... Oui, tout le monde. Nous, localement, nous travaillons avec toutes ces formations politiques-là. Au municipal en 2020, il y a maintenant 4 ans, nous avons passé un peu moins d'une centaine d'accords avec des listes pilotées par des représentants du Rassemblement national dans un grand nombre de communes, y compris des grandes villes de France comme Paris et Lyon, et puis dans un certain nombre d'autres endroits, comme de l'autre côté du boulevard périphérique ici à Saint-Cloud, à Levallois, dans les Hauts-de-Seine, ailleurs. Nous travaillons avec les listes pilotées par des élus des Républicains parce que c'est l'accord local que nous avons trouvé. Et je pense que le dialogue en politique, la volonté de servir l'intérêt général, ça ne dépend pas de l'étiquette de ceux avec qui vous alliez, ça dépend de leur projet politique et de leur intégrité personnelle. C'est tout. Donc comme Éric Ciotti, comme Mario Maréchal, vous pourriez effectivement proposer donc des candidats uniques soutenus par le Rassemblement national notamment. On va voir quelle forme prendra l'élection, parce qu'on parle de plus en plus d'élections proportionnelles. Oui. On ne voit pas quelle forme ça pourrait prendre à part celle de 86, c'est-à-dire une élection législative par département, sur liste, à la proportionnelle donc. À ce moment-là, nous irons dans une logique de liste commune à chaque fois que nous le pourrons. Alors c'est intéressant parce qu'avec l'UDR, l'Union des droites pour la République, créée donc il y a quelques semaines lancée par Éric Ciotti, donc le groupe à droite,
il n'y a plus cet objectif de velléité présidentielle égoïste, comme on a beaucoup pu parler avec vous. Vous savez, cette guerre des égos à droite, où tout le monde veut se présenter et finalement on fait cavalier seul. Éric Ciotti a accepté de mettre de côté justement ses ambitions présidentielles pour soutenir la candidature de Marine Le Pen. On parle évidemment déjà de 2027, mais en tout cas pour continuer dans ces logiques d'alliance pour toutes les prochaines élections, ça donne espoir donc d'une union, une grande coalition de la droite. Finalement, c'est possible. C'est un excellent premier signal. Je salue, je l'avais fait d'ailleurs à l'époque, cette démarche qui était d'abord audacieuse. On peut discuter de la forme. En a-t-il parlé ou pas? Les historiens dans quelques années diront si oui ou non il avait reçu le feu vert de Laurent Wauquiez le dimanche soir, que Laurent lui a retiré le mardi. Enfin, tout ça est possible. Tout est possible. On verra bien. En attendant, c'était audacieux. Et ça va dans la bonne direction. Ça montre que, effectivement, quand on accepte que la première question qu'on pose n'est pas « pourquoi ça n'est pas moi le chef ?», mais « quel projet politique est-on capable de défendre de manière collective ?», alors ça change absolument tout. Ça n'interdit pas de poser ensuite la première question, mais dans un second temps. C'est-à-dire, on se demande d'abord quel projet on est capable de défendre collectivement. Et ensuite, une fois qu'on a élaboré ce projet, on se demande qui est la personne la mieux placée pour l'incarner, comme on dit dans la Ve République, ou pour le porter devant les électeurs. C'est-à-dire que, comme je l'ai écrit dans les colonnes de vos confrères de Valeurs Actuelles il y a déjà quelques années, si la droite faisait ça, elle deviendrait de gauche, parce que la gauche fait ça tout le temps. Elle fait ça tout le temps. Elle se demande d'abord quel projet de société elle va défendre, et ensuite elle désigne la personne qui l'incarnera. Mais elle serait au pouvoir ? Comment ? Mais elle serait au pouvoir si elle faisait comme la gauche. Au moins, elle gagnerait. Depuis longtemps, elle ne l'aurait pas quitté même, je vais vous dire. Donc oui, évidemment, puisque les gens n'attendent que ça. Enfin, je ne vais pas oser vous poser la question à titre personnel, vous n'êtes pas là pour y répondre, mais enfin, dans l'entourage, dans les personnes que vous fréquentez, vous entendez ça tout le temps. Tout le temps, maintenant d'une pipe. À la volonté d'une grande coalition. On est écouté par un certain nombre de personnes, et qu'il y a des dames en face de moi, mais je dirais bien volonté autre chose. Qu'est-ce que vous attendez pour vous unir ? Réponse, nous attendons de pouvoir faire ce geste simple qui consiste à mettre toutes ces formations politiques autour de la même table pour commencer à se poser une question. Quel projet de société est-on capable de défendre collectivement ? Alors si on veut être un peu moins ambitieux, quel programme de réforme ? On descend d'un cran déjà. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur un projet de société, une vision globale, on est sur un programme, une liste d'urgence médicale, une trousse de premier secours. C'est-à-dire il ne s'agit pas d'acheter une pharmacie, c'est-à-dire de prendre la trousse de premier secours dans son sac à dos pour aller marcher en montagne. Et là, vous n'emportez pas le magasin. Donc c'est quoi les mesures d'urgence ? Mais on sait quelles elles sont. Éducation, justice, sécurité, immigration, on les connaît. Et tout le monde est d'accord à 90%, 99%. Oui, bien sûr. Pourquoi ? Comment se fait-il que même s'asseoir autour de la même table, ça n'est pas possible ? C'est quand même extrêmement curieux. Alors, Éric Ciotti a fait ce pas, nous l'avons fait nous depuis longtemps, et nous l'avons démontré au moment des élections municipales. Par exemple, et nous travaillons en fonction de nos convictions, donc il y a quelque chose là, on va continuer ce travail d'arrache-pied en essayant de convaincre, et surtout les électeurs et les citoyens, de les convaincre, mais ils le sont déjà en leur disant, mais tannez le cuir des gens qui prétendent vous représenter, tannez le cuir des gens pour lesquels vous votez, tannez le cuir des responsables politiques que vous connaissez pour dire ça suffit maintenant. Et si vous ne le faites pas, on ne votera plus pour vous. Il faut les menacer parce que ça ne va plus. Alors oui, ça fait 140 députés cette fois-ci, très bien, la prochaine fois ça en fera 200. Et alors ? Et alors, est-ce que ça en ferait plus si on parlait de patriotes et non plus de droite ? Je sais que c'est un terme qui vous tient encore plus à cœur, peut-être, cette union des patriotes. Comment est-ce que vous la différenciez de l'union des droites ? C'est-à-dire, est-ce que la droite est devenue un tabou et c'est pour ça qu'on préfère parler de patriotes ? Ou est-ce que c'est qu'elle est incomplète ? Non, c'est pas un tabou, c'est réducteur. Réducteur, oui. C'est réducteur parce qu'il y a des tas de gens qui sont attachés à la France et qui ne se reconnaissent pas dans le vocable de sensibilité de droite. Même s'ils en partagent les valeurs et la ligne de conduite. Oui, mais ils peuvent aussi avoir des valeurs qui ne sont pas exactement... je vais prendre deux exemples, deux qui me sont chers. Nous avons d'abord Christine Boutin, quand elle était députée présidente de VIA, et moi ensuite. Nous avons beaucoup travaillé en faveur de la condition de détention, des conditions de détention dans les prisons. Est-ce que vous pensez que c'est un sujet de droite ? Alors, d'une certaine manière, c'est pas la question. On s'en contrefiche que ce soit de droite ou de gauche. Nous l'avons fait, Christine comme moi, parce que
nous considérons que c'est une des conséquences de la dignité humaine et du respect de la dignité humaine. Point. Est-ce que la dignité humaine est de droite ou de gauche ? Là non plus, ça n'est pas la question. Deuxième sujet, lorsque je vais participer au débat de la primaire, il y a maintenant quelques années, pour l'élection présidentielle de 2017, j'ai pris la défense de la CGT sur le plateau en disant arrêtez de casser la tête des syndicats. La CGT signe plus de 80% des accords d'entreprise qui lui sont présentés dans l'entreprise. 80%. 4 fois sur 5, la CGT signe. Donc ne dites pas que c'est des syndicats de bloqueurs. Alors ils sont rugueux, ils sont râpeux. Activistes, on les entend. Ok, mais je ne veux pas dire qu'ils bloquent, c'est pas vrai. Vous pensez que c'est une posture de droite ou une posture de gauche ? Ce n'est pas le sujet. On peut être pour le dialogue social, pour la défense des conditions de vie des détenus, tout en étant pour la fermeté des décisions de justice et pour une responsabilité bien équilibrée dans les entreprises. Est-ce que c'est de droite ou de gauche cette position-là ? Ça m'est complètement égal, mais il y a des gens pour lesquels ces deux sujets-là sont très importants, c'est notre cas, qui seraient prêts à participer à des choses, des projets collectifs ou de réformes plus vastes, qui, en entendant le mot droite, peuvent peut-être partir en courant. Donc vous ouvrez évidemment les bras à tous. C'est notre message chrétien, en fait, qui est que nous allons continuer à défendre. C'est notre inspiration, c'est notre source, et ça n'a jamais été... Enfin, ce message-là n'a jamais quitté notre ligne directrice et notre action. Mais nous allons, dans les temps qui viennent, le réaffirmer de manière encore plus énergique. Alors, il nous reste quelques minutes pour ces dernières minutes. J'aurais voulu vous parler. Alors, la saison dernière, on vous avait reçu avec Bruno Gollnisch. On parlait de la peine de mort. Et vous étiez contre, évidemment, son rétablissement pour des questions éthiques. Vous venez d'en parler, ça, c'est dans votre lignée. Le sujet qui nous intéresse ici n'est évidemment pas la remise en cause de son abolition, mais le constat d'une justice toujours plus laxiste depuis 40 ans. Vous avez entendu les mots de la veuve du gendarme Comines, assez durs, mortellement donc percuté suite à un refus d'obtempérer. Depuis, ces drames ne cessent de remuer l'actualité. La mort de la petite Camilla la semaine dernière, mais aussi ce dimanche à Toulouse, un policier violemment blessé par un chauffard en scooter. À Grenoble, 7 agents municipaux tués par balle suite à un accident de la route. La liste est de plus en plus longue. Est-ce que vous pensez qu'on peut seulement en voir le bout ? C'est pas facile cette question parce que je serais tenté de vous dire oui, à partir du moment où on a la volonté politique. C'est ça, il ne manque que ça en réalité, parce que quand il s'agit d'assurer la sécurité des Jeux Olympiques, on met Paris sous cloche, on le sature de bleu nuit ou de bleu foncé, c'est comme on veut, ou de bleu ciel pour les chemises des tenues estivales, et personne ne bouge un cil. Et sur le plan sécuritaire, on avait le droit de nourrir quelques craintes avant les JO. Quand on voit la manière dont ça s'est passé, Dieu merci, il n'y a rien eu de grave, tant mieux, parfait. Est-ce que c'est pas un peu sécuriser l'enfer ? On était effectivement en sécurité, mais en déployant des milliers et des milliers de policiers. Il n'y a pas d'autre moyen d'assurer la sécurité que de saturer l'espace de forces de l'ordre. Alors je ne vais pas mettre un gendarme à tous les coins de rue. Enfin, on manque partout d'effectifs. Pour la surveillance des frontières, c'est même caricatural. Je parle que de la police, je ne parle pas des douanes, parce que c'est encore un autre sujet, mais c'est lié évidemment à ce que nous sommes en train de... mais on manque surtout de volonté. Et il est vrai que le jour où on pourra effectivement... Alors je crois, moi, dans le rétablissement des peines planchées, je les avais votées au moment où elles ont été adoptées par le Parlement en 2008. Je pense que c'est une bonne mesure. Je pense que, je l'avais dénoncé d'ailleurs dans un livre que j'ai publié il y a maintenant quelques années, ça s'appelait La Voix du Peuple, il y avait un chapitre consacré à la République, au gouvernement des juges. Le grand mal, un des grands maux de la société contemporaine, c'est celui-là. C'est les juges créent du droit, personne ne les en empêche, personne ne les sanctionne. Il faudra revenir à ça, mais je pense que tant qu'il n'y a pas de volonté politique affichée, de rééduquer les enfants, de sanctionner les comportements même très tôt, d'en venir à des choses qui sont très simples. Plus vous tardez à sanctionner des dérives ou des comportements déviants, et plus il faut déployer de la violence et de la brutalité pour y répondre. Une fois qu'ils se sont enquistés, renforcés, pour une société, c'est la même chose. Nous allons devoir passer par une phase assez brutale. Et je pense qu'on n'aura pas d'autres moyens.
Merci pour cette analyse, Jean-Frédéric Poisson. Je rappelle évidemment que vous êtes président de VIA, La Voix du Peuple. Je vous remercie. Maud, est-ce que vous voulez ajouter Mais non, mais bonne rentrée politique. Je crois que vous participez à la rentrée politique des Patriotes ce week-end. Alors nous y serons représentés, oui. Nous allons aller parler de l'Organisation mondiale de la santé, de tous les maux qu'elle nous prépare, et des maladies qu'elle va nous infuser, malheureusement. Nous serons présentés, mais voilà, je salue nos amis patriotes d'ici. Je leur souhaite à eux aussi une bonne rentrée. Ce week-end à Arras. Merci beaucoup Jean-Frédéric Poisson. Merci Marie Falicon.